Le podcast Bris d'égalité est présenté par Scotia Gestion de patrimoine. Bienvenue parmi nous pour un autre épisode de Bris d'égalité. Séverine, écoute, on a beaucoup parlé de tennis dans l'actualité avec Sinner. Hey boy, écoute, on en a parlé beaucoup. Sinner, 3 mois de suspension. Ça a été négocié 2 fois. La première fois, il y avait une négociation. Puis il est chanceux là, de lui avoir eu le droit de négocier, ça a fait jaser pas mal. Oui, ben exactement. Fait que il est arrêté on a pris ça en note là, pour être certaine, 9 février au 4 mai. Par hasard, il va revenir sûrement au tournoi de Rome. Puis il rate pas de grand chelem. T'en penses quoi, Marie-Ève, de ça, du fait qu'il a négocié? Bien, c'est jamais arrivé. Hein. Auparavant, comme tu te fais prendre pour dopage, c'est voici, avec tous les faits, on te donne 1 an ou 2 ans, ce que beaucoup de monde s'attendait à voir aussi. Donc, je pense que ce qui arrive, il y a eu beaucoup de commentaires de joueurs et de joueuses du circuit comme quoi ça semble injuste, comme quoi on perd confiance aussi dans le système d'antidopage parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe? Puis peut-être parce que quand on regarde les doses aussi du cas de Sinner, c'était vraiment minimal ce qu'il y avait en lui. C'est prouvé comme quoi c'était pas pour se doper. Ouais. Mais quand même, on lui donne 3 mois. Ce que ça fait, c'est que ça n'a pas l'air propre. Ça a l'air être un système qui adapte dépendamment du joueur ou de la situation. Je pense qu'il va y avoir un grand ménage là-dedans pour mieux faire les choses dans le futur. Oui, puis moi, honnêtement, ce qui me dérange, c'est le processus. C'est tout, comment ça a commencé. Il y a eu 2 tests positifs où on s'en allait avec ça. Il a été suspendu, on ne le savait pas. Il a été testé, on ne le savait pas. On négocie. Même chose avec chez les femmes, Ben, le Gashuentech, ouais. pour la mélatonine au mois de septembre. Puis honnêtement, moi, j'aimerais savoir combien ça lui coûte en avocat parce que ce que c'est en train de démontrer aussi, c'est que ben, si tu as les moyens, Ouais. tu vas peut-être t'en sauver. Si tu n'as pas les moyens, tu t'en sauves pas. C'est dommage parce que ça vient mettre vraiment un nuage gris au-dessus du monde du tennis, Ouais. du circuit professionnel en tout cas. Oui, exactement. Puis sur lui aussi, ça ne sera pas évident de revenir. Puis en plus, écoute, il ne peut même pas s'entraîner ni dans un centre national, ni dans un centre ITF ou fédéré. Il faut qu'il fasse ça au niveau privé. C'est à pas un suivre. problème, là, Ça ne là. sera pas un problème, mais quand même, c'est juste pour dire qu'il y a certaines limites. Mais pour moi, le processus va être à réévaluer. Ça ouvre une porte. Et comme on disait tantôt, je pense que la confiance, elle vient de tomber. Eh bien, bien dommage cette histoire. Mais Ouais. pour aller un peu plus sur un côté positif, la Canadienne Vicky Mboko, que les deux on connaît bien, qu'on a vu souvent lorsqu'elle était plus jeune au Centre national à Montréal, Victoria Mboko est invaincue cette année, déjà 4 titres à 18 ans, 22 victoires au total avec des matchs de qualification, 0 défaite. C'est incroyable comme séquence. Elle vient de monter, là, je pense que jusqu'à la 174e place. Donc, je suis tellement contente pour elle, puis je suis persuadée là, que le top 100 ne va pas attendre très longtemps pour elle. Contente pour elle, une jeune fille incroyable. Elle a des frères et sœurs qui ont joué au tennis. J'ai fait une tournée avec elle, elle avait 15 ans. Puis la première chose qu'elle me disait, c'est Séverine, j'ai tellement hâte d'avoir 18 ans. Je disais, mais pourquoi? Elle dit, parce que là, je vais pouvoir faire des tournois pro. Alors, elle pensait comme ça à 14-15 ans. Une jeune fille qui est passionnée par le tennis. Honnêtement, je suis contente de ses résultats. Parce qu'elle a été blessée l'année passée. Elle a été blessée, des blessures qui ne sont pas évidentes au genou. À un moment donné, ça a été au poignet. Puis de faire ce qu'elle fait, là, attention, elle a 18 ans seulement, puis d'avoir autant de victoires consécutives, il faut la regarder. Il faut vérifier comment ça va aller cette année avec elle. Ouais, 4 titres au niveau Challenger, 2 tournois à Guadeloupe pour commencer, après en Géorgie aux États-Unis, puis à Manchester. Puis cette semaine, elle joue en France. Donc, n'oubliez pas ce nom, Victoria Mboko, à surveiller dans les mois, les années à venir. Je pense que le top 100, ça va arriver très, très vite pour elle parce que déjà avoir accédé au tableau qualification de Roland-Garros, Wimbledon cet été. Ah non, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Puis on parle de jeunes Brésiliens de 18 ans aussi. Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur-là, Marie-Ève? João Fonseca, j'adore sa personnalité, son style de jeu, son coup droit qui est comme une arme
incroyable. Ben, il vient de remporter son premier titre ATP, déjà à 18 ans, ATP, un 250 000 à Buenos Aires en battant Cerundolo en finale. Franchement, c'est un style de jeu, une personnalité. C'est une grande vedette à venir, j'ai l'impression. Après Guga Kuerten, pardon, il y a quelques années, quelques générations, ben, c'est lui vraiment qui prend le flambeau, je crois, pour le Brésil. Oui, et tu parles de Gustavo Kuerten. J'étais au Brésil l'année passée. On m'en parlait de ce joueur-là, puis je me disais, mais c'est qui ça? Je veux dire, oui, OK, il a fini numéro un au monde. Fait que c'est pas un hasard, il est où il est, à suivre. Alors, il y a des jeunes qui s'en viennent, deux noms à regarder les résultats cette année. Et là, Marie-Ève, on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui est très, très, très occupé de ce temps-ci et qui va se joindre à nous pour qu'on puisse discuter ensemble justement de son parcours, de ses projets. Et c'est Annie Larouche, présidente des Roses de Montréal, la nouvelle équipe de soccer pour la nouvelle Ligue du Nord. Annie Larouche, merci beaucoup d'être avec nous, avec ton horaire chargé. Quel privilège, Marie-Ève et moi, on a de t'avoir. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Écoute, Annie, moi, je te connais parce qu'on s'est croisés beaucoup dans des rôles similaires comme mentor avec le HEC. Mais pour les gens qui nous écoutent, Annie Larouche, c'est qui? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu étais dans le milieu sportif et que tu l'es toujours aujourd'hui? Oui. J'ai un parcours très atypique. Jeune, je faisais beaucoup de sport, mais il n'y avait pas de possibilité de carrière dans le sport, là. À l'époque. Bon, vous allez deviner mon âge, mais il y avait les expos, puis il y avait le Canadien, puis c'est tout. Il n'y avait pas de femmes qui travaillaient dans le milieu du sport, puis il n'y avait pas de programme non plus. Il n'y avait pas des programmes, le pôle sport, entre autres, les managements du sport, etc. Ça n'existait pas. Donc, j'ai étudié en droit. Et je me suis retrouvée greffière audiencière en chambre criminelle et pénale au Palais de justice de Montréal. Un autre monde complètement, mais parallèlement à ça, j'ai continué. Donc, j'ai continué dans le sport, j'ai été entraîneur en gymnastique artistique, j'ai été juge aussi. Je suis devenue cheerleader aussi pour différentes équipes, la Machine, les Dragons, les Roadrunners. Et finalement, quand les Alouettes, en fait, c'est les Stallions de Baltimore qui sont revenus à Montréal en 96, j'ai commencé à travailler avec eux à temps partiel. Et en 99, j'ai laissé le palais de justice pour me joindre à temps plein aux Alouettes. Donc, un parcours qui a fait ça comme ça, puis qui m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Oui, donc tu as fait la Un transition. résumé. Ben oui, tu étais dans le sport, tu aimais le sport, puis tu as trouvé, tu as été faire les études qui t'ont donné peut-être un background côté business. Comment elle s'est faite cette transition-là, là, de passer dans le sport puis de passer de l'autre côté? Puis c'est quoi qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, en fait? Ouais, ben il n'y a rien de monotone, hein? Il n'y a rien de monotone. C'est jamais routinier dans le monde du sport. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. J'aimais, là, on m'a approché au départ. Donc, quand j'ai commencé avec les Alouettes en 96, j'étais coordonnatrice de l'équipe de cheerleader. Donc, ça, j'ai gardé ce rôle-là pendant 25 ans. OK? Alors, pendant les 10 premières années, j'étais cheer et j'étais coach en même temps de l'équipe. Mais bon, après, j'ai accroché mes pompons et j'ai continué quand même à coacher l'équipe. Par contre, ce qui m'a amené à quitter mon travail au Palais de justice pour me joindre à temps plein, c'était la proposition de partir tout le volet communautaire, de toutes les relations communautaires, nos programmes communautaires. C'est venu me chercher, ça m'interpellait, j'avais envie de faire ça. Et pour la formation, ben, jusqu'à tout récemment, pendant la pandémie, là, au fait, quand j'ai commencé avec l'Alliance, où j'ai évidemment eu un petit peu moins de temps à l'horaire, j'ai toujours suivi des formations. Wow! Toujours, sans arrêt, que ce soit en gestion des médias, en gestion événementielle, en marketing, en psychologie, en gestion responsable. Donc, j'ai toujours continué mes formations. C'était important pour moi d'arriver prête dans les rencontres, de savoir de quoi je parlais, de pouvoir contribuer et voilà.
Et tu parles de cette transition, mais est-ce que il y a quelque chose dans le milieu du coaching? Tu as été juge, tu as été entraîneur, Ouais. et avec le droit, qui a fait en sorte que ça t'a amené à où tu es aujourd'hui? Y a-tu vraiment quelque chose le coaching qui t'a fait, ah, ben, je pense que la partie sportive, c'est vraiment ce que j'aime. Ouais, ben, c'est drôle parce que j'ai jamais réalisé, hein. C'est quand c'est notre parcours, j'ai suivi le chemin, même s'il était, comme on disait là, des fois, il y a pas juste un chemin qui mène à Rome, là. Mais, j'ai réalisé avec le temps que c'est vraiment ça. Je pense que le fait d'avoir été entraîneur m'a donné les outils pour être une bonne leader ou une bonne gestionnaire. Donc, hem, tu sais, en tant que présidente des Roses, en ce moment, ce que je fais, là, c'est que je gère une équipe. Mm. Donc, probablement que mes notions de coaching, ben, en fait, pas probablement, assurément, et je le vois, là. Ma formation de coach qui aide la gestionnaire en moi. Puis de ce côté-là, je pense, si je ne me trompe pas, avant, c'était des équipes masculines que tu t'occupais. Puis là, maintenant, Oui. c'est la première fois que c'est une équipe féminine. Est-ce qu'il y a des grosses différences dans ta façon de t'occuper de l'équipe puis de la gestion de l'équipe, étant donné que c'est des femmes cette fois-ci? Non, en fait, la gestion est la même, les besoins sont peut-être différents, puis je veux être certaine qu'on soit tu sais, l'idée derrière, cette ligue-là, la Super Ligue du Nord et l'équipe, c'est vraiment de faire rayonner les femmes, mais de tout mettre en place pour qu'elles puissent rayonner, pour on veut leur donner les outils nécessaires pour que ces filles-là soient des athlètes professionnelles, puis qu'elles aient qu'à se concentrer, sur leur sport, qu'elles aient pas à faire, tu sais, un sideline ou un emploi à temps Ben oui. partiel pour arrondir les fins de mois. Donc, tout a été mis en place avec cette vision-là. Donc, c'est important de bien y répondre. Alors, oui, je suis plus à l'écoute des besoins. Après ça, ben, gérer une équipe administrative, filles, gars, peu importe, ça revient au même. Ouais, nous, on est chanceuses quand même dans le milieu du Oui. tennis, hein, parce que le tennis féminin, c'est ça, les joueuses peuvent se concentrer à 100% sur leur carrière sportive. C'est pas le cas pour plusieurs autres sports encore. Non, exactement. Mhm. Puis c'est drôle, j'allais un peu vers ça aussi, Annie, parce que tu as dit quelque chose d'important tantôt. Tu disais, ben, je suis allée dans le sport un petit peu, j'ai suivi ce que la vie me donnait. C'est quelque chose que j'aimais, mais j'avais pas de modèle. J'avais pas vraiment de modèle pour me dire, ben oui, c'est ce que j'aimerais faire parce que je vois telle personne, Ouais. telle personne. Tu le fais dans un contexte justement d'équipe masculine, tu le fais maintenant dans un contexte d'équipe féminine. Est-ce que tu prends à cœur le fait que peut-être tu es un modèle présentement? Peut-être que tu es dans Mhm. une situation où il y a des gens qui te regardent, puis je sais que tu es mentor au HEC aussi, Ouais. donc tu aides des jeunes femmes en voie d'être dans le milieu sportif. Est-ce que ça change un peu la façon de faire le travail en sachant que peut-être on est la première d'eux? Ah, c'est une bonne question. Encore une fois, je l'ai pas réalisé jusqu'à ce qu'on me le dise, que j'étais la première de. Donc, hem, j'ai toujours embarqué dans des projets par passion, parce que j'avais envie de le faire par défi. Je carbure au défi assurément, ça, il y a pas de doute là-dessus. Le programme de mentorat justement avec le pôle sport HEC, c'est tellement, c'est tellement bénéfique, c'est gratifiant de dire que, on est une mentor, mais on en retire autant que les mentorés. Ce sont des belles discussions, donc si je peux, par mon expérience, inspirer les filles à foncer, à croire en elles, à pas nécessairement suivre la route qui est droite, mais d'y aller avec son cœur, de croire en son talent, en son pouvoir. Je sais que tout ça semble tellement cliché, mais c'est tellement vrai. Il faut sortir des carcans, puis si on a envie de faire quelque chose, ben essayez-le, puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, hein. On peut toujours cogner à l'autre porte après, là. C'est Mm. pas, il y a rien de dramatique. On essaie quelque chose, ça fonctionne pas, on cogne à côté, la porte s'ouvre, puis bingo. Mais, tu sais, il y a de la place pour tout le monde.
Puis quand on fait les choses pour les bonnes raisons, avec notre cœur, ben, on se retrouve sur notre X, puis la vie est belle. Puis je pense que ça doit se sentir hein, que tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais, que tu es apprécié parce que tu as changé de sport à plus. Tu sais, tu es passé cheerleader, Ouais. football, basket, maintenant soccer. Comment tu t'adaptes dans des nouveaux sports comme ça quand tu arrives? C'est quoi tes trucs pour justement aller chercher peut-être l'expertise que tu n'as pas dans ce sport spécifique-là à la base? Ben, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc, par exemple, avec les Roses, on s'est entouré de Nick DeSantis puis de Amy Walsh, donc des vétérans, mon Dieu, des monuments au Québec dans le soccer, autant féminin que masculin. Moi, on m'engage pour le volet vraiment plus affaires, Ben ouais. business, développement de la business. Alors, euh, les bases sont sensiblement les mêmes, mais quand vient le temps de parler sport, à ce moment-là, ben, on s'entoure des meilleurs. C'est sûr que je suis une fille qui aime le sport à la base. Donc, je pars jamais de zéro, mais de là à dire que j'ai des grandes connaissances en soccer féminin, euh, ce serait d'aller un peu trop loin. Donc, on s'entoure des bonnes personnes, on pose les bonnes questions et de jamais prendre les choses pour acquis. Donc, ce qui est important, c'est que je ne fasse pas un copier-coller Ben oui, de tout ce c'est vrai. qui s'est fait ailleurs. Donc, la journée là, où on pense qu'on sait tout puis qu'on peut faire du copier-coller d'une place à l'autre, c'est le début de la fin. Il faut se remettre en question, se challenger, toujours se demander, bon, ben, tu sais, normalement, on irait de cette façon-là. Est-ce que c'est toujours la bonne façon? Est-ce qu'on peut y aller différemment? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction avec cette décision-là? C'est du travail qui demande plus d'énergie, plus de temps, mais en bout de ligne, qui est bénéfique. Ouais. Et tu parles de business. Là, on va se parler des vraies choses. Ouais. Mais tu parles de business. Il y a un momentum, je pense, pas juste qui est national, je pense qu'il est international sur le sport au féminin, sur le sport professionnel au féminin. Tu as travaillé avec des équipes masculines, sportives, professionnelles. Tu travailles maintenant avec une équipe féminine. Est-ce que de vendre son équipe féminine est plus facile ou plus difficile ou différente ou égale à vendre une équipe masculine? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que ça devient un mouvement. Donc oui, tu as l'équipe sportive comme telle, mais il y a le mouvement. Puis effectivement, depuis quelques années, le sport féminin est mis de l'avant, enfin, j'ai envie de dire. Euh, donc, tu sais, petite anecdote, il y a 4 ans, quand j'ai commencé avec l'Alliance, il y a une joueuse de basket qui est venue me voir puis qui m'a dit ouais, ben là, ça, c'est encore une ligue juste de gars, hein. Allez-vous partir une ligue pour les filles, une Mm. ligue féminine? Puis là, on parle d'il y a juste 4 ans, puis j'ai répondu en disant, ah, ben, on aimerait ça. Puis il y avait effectivement des discussions en cours, mais pour être super honnête, je voyais pas le jour Mm. où il y aurait des ligues professionnelles féminines qui arriveraient. Euh, au je vais dire au Québec, là, pour pas y aller de façon plus large, mais je pense qu'il y a eu un, il y a eu des moments clés qui nous ont fait réaliser, euh, puis pour ne nommer que celui-là, le March Madness, il y a quelques années, où on avait montré le gym des gars qui était Eh high-tech ouais. avec tous les appareils, puis C'est les filles vrai. avec des poids dumbbells par terre avec un ballon. Tu sais, c'était pathétique. Puis là, mais je pense que ça a ouvert les yeux de tout le monde. Puis de se dire, tu sais, c'est sûr que le sport féminin peut pas évoluer autant que le sport masculin si on ne lui donne pas les mêmes outils, si on ne lui Exact. consacre pas les mêmes financements, la même énergie, si on ne leur donne pas la même visibilité. Fait que je pense que c'est des petits pas qui ont fait qu'on en est rendu là aujourd'hui et l'intérêt est là. Donc, quand on approche, que ce soit les partisans, que ce soit les partenaires, les diffuseurs, tout le monde a envie de faire partie de ce mouvement-là. Ouais, puis si, justement, si on veut faire une différence pour le sport féminin, qu'est-ce que tu dirais concrètement qu'on peut faire pour encourager le sport féminin? Ben, il faut encourager nos équipes, il faut encourager nos équipes locales, il faut aller les voir.
Évidemment, tu sais, oui, il y a tous les médias sociaux, suivre sur les médias sociaux, mais il faut suivre les équipes. Tu sais, je pense à la Victoire. La Victoire a un beau succès et on veut que les gens viennent nous voir. On veut il faut euh, voir le produit en action. Euh, et puis, il n'y a rien de mieux que ça, hein, c'est des émotions qu'on vend. Donc, les émotions, là, ça se vit. Il faut être là sur place, il faut être dans le stade, il faut regarder les filles jouer, il faut vivre ces moments-là. Puis nous, on va s'assurer que les gens aient une belle expérience en stade. Moi, j'ai deux jeunes filles, puis on est allé voir l'équipe de la Victoire l'année passée, puis juste de voir des modèles de proches comme ça, c'est incroyable de voir chez chez mes filles, là, je vais vous donner mes enfants un exemple, là, mais tu sais, les étoiles dans les yeux, puis d'avoir justement, comme tu le dis, une équipe, puis des joueuses concrètes qui sont là, puis Ouais. tranquillement, ben, on donne espoir, puis peut-être c'est des futurs athlètes ou même avoir envie d'aller faire du sport un peu plus qu'auparavant, là. Oui, puis comme elle dit Annie, ce qui arrive, c'est que le premier contact avec le sport féminin, nous, je pense qu'on a vraiment un privilège, le tennis, parce Mm. que on s'est professionnalisé super rapidement. Évidemment, il y a le parcours, on peut Merci, Billie faire. Jean King. Oui, exact. Merci, Billie Jean Oui, King. Et tu sais, on va aller voir un sport féminin parce qu'on veut, on est derrière la cause. C'est ce que Annie disait tantôt. Mais j'espère qu'à un moment donné, on dépasse ça, puis qu'on ne va pas dire on va voir du soccer féminin. J'espère qu'on va dire qu'on va voir les Roses de Montréal, puis qu'on va aller au-delà du on va les encourager, puis on va se rendre exact. compte à quel point le niveau est incroyable. Puis Ben moi, oui. j'espère, moi, c'est ce que je souhaite pour les Roses et pour le sport féminin en général. Mais c'est ça le cas, hein. Je pense à Montréal, les gens ils vont voir le tennis, puis des fois, ils savent même pas si c'est l'année des hommes ou des femmes, là. Oui, exact. Oui. Puis Mais Annie, oui. vas-y, je te laisse Mais aller. j'allais dire, c'est en plein ça, parce que, tu sais, on n'est pas un organisme de charité, hein, tu sais, c'est vraiment une équipe sportive professionnelle, puis les filles sont talentueuses, puis on a hâte que les gens le découvrent. C'est beau à voir. Oui, puis il faut avoir un peu de patience. Tu sais, des fois, moi, dans le Ouais, tennis, c'est vrai, j'en ai ça. eu des comparatifs là, tout le temps. Ah, mais Serena Williams, elle joue quel niveau chez les hommes ou l'équipe de hockey féminine, c'est quel niveau chez les hommes? Je déteste cette comparaison-là, Oui, premièrement, parce qu'on n'est pas fait de la même manière. Ouais, exact. Puis, en plus, comme une athlète, tu te donnes à 100 000 tu t'entraînes autant, mais c'est pas toujours le cas. Des sports qui commencent, comme tu le disais, il y en a qui ont des jobs à côté, qui sont encore aux études, ne sont pas professionnels comme plusieurs athlètes au hockey, admettons, en ce moment, qui sont depuis très jeunes à 100 focusés sur le hockey. Là, les joueuses de soccer qui arrivent pour l'équipe à Montréal, est-ce que l'équipe elle a été annoncée ou pas encore? oui, oui, oui. Donc, il nous reste quelques joueuses à signer encore, là, mais l'équipe est presque complète. Puis, c'est ce qui est beau, c'est qu'on n'a jamais eu de ligue de soccer féminine au Canada, alors qu'on est la troisième pépinière au monde là, de joueuses de Incroyable. soccer. Donc, les joueuses partent, tu sais, ils vont jouer en Europe, ils vont jouer aux États-Unis. Donc, nous, c'est un peu, c'est pas un peu, en fait, c'est une grande fierté de dire les joueuses qui sont prêtes, là, qui sortent de l'université puis qui sont prêtes à jouer pro, mais vous n'avez plus besoin de quitter votre famille puis vos amis. Vous pouvez jouer chez vous. Et des filles qui jouent à l'extérieur depuis tellement longtemps qui peuvent revenir au bercail, revenir à la maison puis de pouvoir vivre de leur sport chez elles. Donc, évidemment, on a des joueuses internationales aussi. Puis ça, c'est la beauté de la chose. Je pense à Charlotte Bilbao, qui est une joueuse française. Euh, la ligue existait pas. On commence, là. Donc, il y avait pas de ligue. Les Roses, on vient tout juste de commencer. Puis malgré tout, elle choisit quand même Montréal pour poursuivre sa carrière. Donc, il y a quelque chose de beau là-dedans et de très significatif. Ouais, c'est Vraiment. quand même incroyable, hein. Puis c'est tout ce que ça, on va en parler aussi, là, de tout l'enchaînement en dessous de tout ça. Je pense que tu as répondu à la question tout à l'heure, mais puis Marie-Ève, tu faisais quand même une petite blague, les Roses de Montréal, mais Ah oui, parce que ça s'appelle les Roses de Montréal, mais ils vont jouer à Oui, Laval, c'est ça? exact. Mais on est les Roses du Grand Montréal. On est les ah, Roses du Ah, Québec. ah, OK. et voilà. Il y a juste une équipe féminine au Québec. Donc, Mais soccer. Annie, je veux revenir à ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'ai comme l'impression que ça devait être, dans le fond de toi, c'était un objectif que tu voulais te fixer. À moins que je me trompe, là, les Roses ont leur stade, ont leur Oui, vestiaire, on ne oui. partage pas avec une équipe masculine. Est-ce qu'on Mhm. peut dire que ça, c'est aussi une première, là?
Oui. Oui, absolument, absolument. Puis tu sais, malgré la bonne volonté de tous, les filles passent toujours deuxième et troisième là, dans les infrastructures existantes. Donc, quand on approche un stade pour jouer, ben il y a l'horaire de la première équipe, de la deuxième équipe, ensuite, bon, tu sais, puis on le voit à travers la ligue, c'est pas comme ça juste au Québec, là, c'est à travers la ligue. Donc, euh, c'était la meilleure option. On a vraiment tout évalué. C'était la meilleure option. Le centre d'entraînement est absolument magnifique. Les joueurs, ils étaient émus quand ils sont rentrés dans le centre Ah, d'entraînement. Avec La première raison. fois, tu sais, ils disaient, j'ai jamais eu ça nulle part. Donc, c'est des installations haut de gamme. Et là, de pouvoir jouer aussi au même endroit, ben, c'est un plus pour elle. Le passement en deuxième, tu sais, on disait c'est un stade adapté pour les filles. Et là, les gens me disent qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben, il n'y a rien. C'est un stade, mais les filles ont le premier choix. C'est ça qui est important. C'est leur maison à elles. Puis, ils n'ont pas besoin de passer en deuxième, troisième, quatrième position. j'aime ça, c'est une super belle Ah ouais, ouais. intention. Et ça va faire, je pense, là, en tout cas, ça va faire une grosse différence. Puis c'est là qu'on voit l'aspect professionnel de tout ça. On parle de vestiaire, je vais sortir un peu des roses, on va revenir. Annie, partage-nous une petite anecdote qui est arrivée peut-être dans un vestiaire, dans tes équipes masculines, en tant Ah, que, ben, c'est parce qu'on dit à quel point il n'y a jamais de modèle. Je pense, là, je pense à Chantal Machabée avec les Canadiens de Montréal, qui, j'imagine, la première fois qu'elle a mis le pied dans un vestiaire des Canadiens, je ne sais pas jusqu'à quel point tout le monde avait encore leurs épaulettes, là. Alors, est-ce qu'il est arrivé une situation cocasse, là, de ton côté par rapport à ça? Il en est arrivé plusieurs. Ah, ben vas-y, Donc, lance-toi, on a plein de temps, là. je vais y aller avec, bien évidemment, je vais parler du vestiaire des Alouettes parce que on remonte en arrière, là, mais à l'époque, c'est pas tout le monde qui avait une adresse courriel. Donc, comme j'étais en charge des événements communautaires, je devais aller dans le vestiaire une fois par semaine. Puis il y avait une table au centre du vestiaire. Et là, ben, on appelait ça le pad à promo. Et tous les événements étaient sur une feuille distincte. Fait que c'est bon, ici, il y a une visite d'hôpitaux, de telle heure à telle heure, j'ai besoin de tant de joueurs, qui est intéressé. Et les joueurs se promenaient d'une feuille à l'autre puis inscrivaient leur nom sur l'événement qui les intéressait. Euh, mais je devais aller dans le vestiaire. Donc, de la façon que c'était fait en rentrant, je pouvais, déjà quand on ouvre la porte, donc évidemment, je sais à quelle heure, là, j'ai le droit d'y aller. Mais en entrant, on voyait déjà si la porte restait ouverte, on voyait déjà des casiers. Donc, je rentrais la tête penchée. Il y avait un petit muret. Et au bout du muret, je voyais le gérant d'équipement, Ronnie. Et là, je disais, Ronnie, est-ce que je peux rentrer? Puis là, il disait, les gars, Annie rentre dans le vestiaire. Il y avait 2, 3 minutes, puis après ça, je pouvais entrer. Bon, je me suis fait jouer des tours, c'est sûr. Tous ceux qui peuvent penser que c'est le fun de rentrer dans un vestiaire, ah, c'est un malaise assuré, je vous le garantis. Mais tout a toujours été fait avec beaucoup de respect dans tout ça. Mais il y a une anecdote aussi qui a eu un gros impact. Donc, un jour, il est arrivé quelque chose dans le vestiaire avec les médias. Mais nous, évidemment, on n'est pas au courant, là. C'est tout de suite après la pratique. Et moi, j'arrive et le coach, à l'époque, me dit, il vient voir, je sens qu'il y a de la tension dans le vestiaire, je ne sais pas pourquoi, mais le coach vient me voir puis il me dit, euh, Annie, I don't want any females in the locker room. You need to leave. Hey, Euh, alors là, il ne voulait pas de femelles. Pas de women, mais de females. hmm. Et là, j'ai dit, ben, coach, je comprends, mais c'était pas ma première visite, là. J'ai dit, je comprends, mais c'est mon travail. Puis là, il m'a dit, oui, mais je veux plus de femelles dans le vestiaire. Là, j'ai dit, OK. Alors, qui va faire mon travail? Puis là, je regarde un peu alentour, qui va le faire? Ça prend quelqu'un pour le faire, c'est important. Puis j'essayais pas de manquer de respect, je voulais juste bien faire mon travail. Puis là, finalement, il m'a dit, ben, prends 2 minutes, mais fais ça vite, puis dépêche-toi à partir. aïe, Fait aïe, que je suis aïe. revenue, évidemment, au bureau.
c'est une discussion qui a eu lieu à un autre niveau. Donc, évidemment, mon patron, et à l'époque, c'est Larry Smith, qui était le président de l'équipe, ont été mis au fait de cette situation-là. Et ils ont dit, ben, c'est bien dommage, mais c'est Annie qui va continuer à aller Ah, dans le vestiaire parce que c'est sa job. Donc, ça a l'air un peu anodin, mais cette journée-là, euh, Larry Smith a décidé, sans le savoir, que tu sais, c'était quand même une décision qui est importante pour la place des femmes dans le sport, ou en tout cas chez les Alouettes. C'est ça sa job. Il n'y a pas quelqu'un qui va le faire à l'interne parce que c'est une fille puis elle ne peut pas rentrer dans le vestiaire. On va coordonner, puis elle va continuer à le faire. Donc, voilà. Elle est quand même incroyable, mais je te lâcherai pas là, parce que moi, je veux absolument entendre les petits trucs, les petits tours qu'on t'a joués là. Faut que tu nous en sortes au moins un. Au moins un que je suis certaine que tu vas repenser et revivre avec nous. Oui. là, il y a 10 000 idées qui viennent en tête, puis elle fait un filtre. Là. Ouais, c'est Ça ça. se dit Ah oui. pas. Exact. Vous Là, le attends, je vais voyez, pas hein? aller là. Vous le voyez. Oui, exact. Je pense que je vais aller sur celle-là. Ah non, genre. Regarde, je vais Oui. te donner du temps. Moi, ça m'est arrivé de rentrer jouer au tennis, compétition World Team Tennis, puis on jouait notre équipe contre André Agassi. Puis ça se déplaçait dans un rond, donc c'était des roulottes pour aller voir le physiothérapeute. Puis moi, j'étais en Californie à Newport Beach. Puis moi, comme à l'habitude, comme je faisais avant chaque match, j'ouvre la porte, je rentre dans le trailer, puis qui est sur la table, juste en boxeur? Ah! André Agassi. Je peux te dire, comme tu expliquais, c'est pour moi, là, je suis devenue là, toute rouge. Là, je voulais sortir tout Comme de suite. si Là, tu n'avais pas fait exprès, Ben, tu sais, Marie-Ève je Pelletier. savais pas qu'il était arrivé. Là. J'étais sous le choc. J'étais comme, ouh! C'est très drôle. Il me semble que moi, j'aurais gardé la Lui, porte ouverte, aucune mais bon. gêne, là, aucune gêne. Pas de problème. Là. Tu sais, lui était bien à l'aise. Bon, Mais- vas-y, Annie, on t'écoute. Ouais, ben j'étais dans le vestiaire et c'est ça, de la façon que c'était configuré, là, on voyait pas tous les casiers, là, il y avait comme des petits coins. Euh, Puis un jour, il y a un joueur qui m'a dit euh, Annie, tel gars veut te parler. Fait que là, j'ai dit oui, je me suis avancée, puis euh, il y avait juste la petite serviette là, autour, autour de la taille. Puis, euh, c'était Ed. Puis là, je suis arrivée, puis lui, il se retourne en même temps, puis là, tout le monde est parti à rire. C'est ça. Incroyable. Oui. Mais- On vient qu'à connaître chaque fibre du tapis. J'aime ça. Oui, mais en même temps, c'est un peu le bonheur de l'acceptance. Tu sais, quand tu arrives dans justement l'humour, puis que les gars, tu fais comme partie, tu sais, cette fameuse expression, tu fais partie des boys, c'est One un of the peu boys. ça, hein? Tu sais, tu fais Ouais. partie de l'équipe, puis quand on est rendu qu'on on en rit un peu, mais au début, j'imagine, comme tu disais, tu as la tête basse, et puis tu essaies de regarder les pieds des joueurs et les tiens, parce que ça doit pas être si simple que ça. Mais souvent, là, moi, ce que je retiens, c'est les femmes qui ont eu beaucoup de succès puis qui ont été les premières à atteindre certains postes ou quoi que ce soit, dis-moi si c'est le cas pour toi, mais tu sais, tu t'en rendais pas compte que tu allais être la première femme ou tu te rendais pas compte que c'était une limite parce que tu étais femme. Au contraire, toi, tu dis, hey, moi, c'est ça que je rêve de faire, je fonce puis je me pose pas. Tu te posais pas, puis c'est par après qu'on te fait remarquer que, tu as accompli quelque chose que jamais une femme ne fait avant ou etc. Effectivement. Puis, euh, c'est ça, c'est de faire. Mon souci, c'était. J'ai jamais carburé à un titre ou à un salaire ou à passer à l'histoire ou à être connue. Tu sais, c'est pas ça du tout. Ben ouais. J'arrivais avec, on me proposait un projet qui me passionnait. Puis moi, très jeune, j'ai appris que quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout puis on le fait bien. Sinon, on le fait pas du tout. Donc, j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Je voulais bien faire les choses. Je voulais rencontrer mes objectifs. Je voulais progresser dans tout ça. Euh, mais c'est tout. J'ai pas, il n'y avait pas d'autre intention derrière ça. Mhm. C'est très cool tu sais, comme quand tu fais ce que tu aimes, ce que tu veux, ben finalement, puis tu te mets pas de limite. Ben exact. Puis c'est souvent Ouais. les gens, comme elle dit Annie, c'est les gens alentour qui te font remarquer Hey, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est quand même exceptionnel, tu es la seule où il n'y a pas eu beaucoup. Puis là, tu te dis, ben attends, je fais mon travail, j'ai été embauchée pour faire ABC, c'est ce que je fais.
Puis c'est là que tu prends des prises de conscience que tu n'aurais pas pris naturellement, mais c'est vraiment alentour de toi. Puis, Annie, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je pense que tu es un beau modèle pour peu importe le sport, là. Je pense que c'est important de voir qu'il y a des possibilités, qu'il y a de l'avancement. Mais ceci étant dit, ça vient aussi avec des défis. Puis je pense qu'il en reste encore. De ton côté, qu'est-ce qui reste encore à amener puis à travailler, qu'on a de la difficulté à passer par-dessus au niveau du milieu sportif pour les femmes et la place des femmes dans ce milieu-là? Ouais. Mon Dieu, je pourrais partir dans toutes les directions avec ça, mais euh, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Tu sais, ce qui est important, je pense, c'est de bien balancer tout ça. On veut pas que le balancier retourne complètement de l'autre côté. Je pense ce qu'on veut, c'est un équilibre. On veut les meilleurs candidats dans chacune des positions, mais que tout le monde soit considéré euh, également, équitablement. Donc, je, je, je pense aussi que, mais de moins en moins, puis je vais pas parler pour moi, mais il y a la confiance dans tout ça. Puis moi, j'aime dire que si je suis là aujourd'hui, euh, c'est parce que c'est des hommes qui ont cru en moi. Il n'y a personne qui m'a laissé une chance. Donc, il ne faut pas laisser des chances aux gens. Il faut croire en leur capacité, en leur talent, puis dire, cette personne-là, c'est la meilleure personne pour le poste. Je pense qu'il faut garder cette mentalité-là. C'est pas, en tout cas, pour moi, puis il y a pas de jugement là-dessus, mais je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit autre que par mon travail. Donc, si je veux euh, monter les échelons ou si je veux qu'on me fasse confiance avec des nouveaux projets, ben justement, il faut que je la mérite, cette confiance-là. Donc, il faut que je travaille fort, il faut que... fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Puis, tu sais, je pense que on a tous et toutes un travail à faire. Il y a beaucoup de chemin parcouru, mais il en reste encore beaucoup. Il y a encore des environnements qui sont beaucoup plus, vous m'excuserez l'expression, mais boys club Ouais. encore. Là, je suis présidente des Roses, qui est une équipe féminine. Mais ceux qui connaissent pas mon parcours font ah oui, ok, tu es présidente d'une équipe féminine. Exact. Mm. Ouais. Oui. Puis quand ils apprennent que j'étais aussi présidente d'une équipe masculine, ils font ah, comme si ça avait euh, plus d'importance. Euh, mais c'est ça. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur les préjugés, je dirais, Mhm. sur tu sais, la posture de tout ça, là, la place des femmes. Euh, mais il y a un bon bout de chemin de fait. Il y a de l'espoir. Ouais, j'imagine que toi, tu vas arriver à un point où on parle juste de tes compétences, ce que tu as accompli, puis pas en tant que femme ou première femme, mais juste parce que tu es bonne dans ce que tu fais. Ben oui, parce que j'ai livré la marchandise, tu sais, puis j'ai tout le long de ma carrière, j'ai été un peu insouciante là-dessus, je pense. Quand je suis arrivée aux Alouettes à temps plein, puis je me retrouvais dans une salle de conférence, j'étais pas une des seules filles autour de la table. C'est pas ça qui me... La réponse, c'est oui, là. Mhm. Et on était deux ou trois autour de la table, mais tu sais, sur une quinzaine d'hommes, mais moi, je le voyais plus comme étant la plus jeune parmi les gens expérimentés. Donc, je ne sais pas, c'est mon cerveau qui a fait, Ben, c'est qui a fait parfait. ce choix-là. Ouais. Euh, donc, je ne me suis jamais positionnée comme la fille dans un monde de gars. Mhm. Euh, Puis c'est peut-être ça qui je dirais pas qui m'a donné des ailes, mais qui m'a pas freiné peut-être. Ouais, c'était tellement ça. Ouais. Il n'y avait pas de limite à tes Non, objectifs. Oui, parce qu'à un exact. moment donné, tu réfléchis pas. C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure. Tu sais, c'est comme on est entraîneur. On est entraîneur, on n'est pas entraîneur féminine. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me met hors de moi-même. Même au Ouais. niveau, au niveau des équipes professionnelles, c'est comme on va voir du soccer, super. Qui tu vas voir? Les Roses de Montréal. Ah, qui tu vas voir? Les filles jouer. Non, non, ça n'a aucun rapport. Puis j'espère pour moi
On va sortir de ça, puis on va revenir sur les roses. Annie, vous avez travaillé, ça fait 1 an et demi que tu travailles là-dessus. Quand est-ce que ça commence, là? Quand est-ce qu'on peut Ah oui. aller encourager cette équipe? Le, le premier match à Montréal, à Laval, en fait, sera le 3 mai. Donc, il nous reste 9 semaines. Nous, on compte les dodos. Ben, je comprends. Rendu 3 là. mai et on veut un stade de plein. Les gens qui nous écoutent, Ah oui. on veut que ce stade-là soit complet. Oui, pour la première journée, mais on espère pour toute la saison. La saison, d'ailleurs, qui dure combien de matchs? C'est 12 matchs. En fait, c'est 25 au total. Pour cette année, ce sera 12 matchs à domicile. Donc, il y a eu un tirage au sort l'année dernière. Montréal aura 12 matchs en 2025 et 13 matchs en 2026. Ensuite, on va alterner. On verra s'il y a des équipes d'expansion aussi. Donc, 12 matchs à Montréal à domicile pour 2025. Oui, parce qu'il y a combien d'équipes en ce moment dans la Ligue? Il y a 6 équipes. Cool. Ouais, C'est donc bien, hein? de Halifax à Vancouver. Donc Halifax, Montréal, Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver. Et les billets s'achètent où? C'est rose au pluriel, mtl.ca. Quand même, fait qu'il faut y aller. Puis avant de te laisser partir, Annie, on parle d'impact, on parle d'influence, on parle de modèle. Marie-Ève parlait de ses filles qui jouent au soccer. Mes nièces ont joué au soccer. À chaque fois l'été, des fois, là, je te le dis, je sors de mon auto pour aller prendre des photos, de voir les petites filles qui sont avec leurs ballons. Les Timbits, là, c'est tellement cute. Oui, Ah oui. mais as-tu l'impression que ce que vous faites est plus gros, est vraiment plus gros que ce que vous faites, puis qui va avoir un impact, mais à tous les niveaux? Oui, je le pense sincèrement, puis on le voit avec des organismes comme Filles Actives là, qui mettent de l'avant le fait que les adolescentes abandonnent le sport à l'adolescence. Mhm. Oui, Euh, 13-14 ans. exact. Donc, je pense que le fait de pouvoir dire, puis il y en a beaucoup, hein, puis on l'entend, c'est beau de voir ça parce qu'il y a plein de femmes qui ont joué au soccer plus jeunes, qui ont abandonné l'idée, puis qui se sont dit, je vais avoir une vraie job, puis je vais rester ici, je vais élever une famille, puis qui nous disent, si j'avais eu cette opportunité-là, ça aurait changé. Donc, ce qu'on veut, c'est inspirer les jeunes filles à continuer à faire du sport, que ce soit, tu sais, peu importe, là, maintenant, il y a le hockey puis il y a le soccer féminin. Les filles ont le droit de rêver maintenant, de continuer à pratiquer leur sport. Puis, tu sais, à un moment donné, quand l'horaire devient trop chargé, c'est souvent le sport qui débarque en disant, ouais, mais là, j'ai plus le temps, là, tu sais, c'est difficile à l'école, j'ai beaucoup de travaux, je vais quand même voir mes amis. Donc, tu sais, le sport prend le bord Mm. malheureusement. Donc, mis à part le fait que, oui, c'est une équipe de soccer professionnelle féminine qui arrive en ville, on veut que ça inspire les générations futures. Ah, je suis persuadée que vous allez réussir. Écoute, c'est tellement populaire. En plus, le soccer, là, moi, avec des jeunes enfants, là, puis 2 filles, là, il y en a beaucoup, beaucoup qui choisissent comme sport d'équipe le soccer au Québec en ce moment. Là. Oui, et puis Ouais. j'espère que, comme on disait au début, que le monde qui vont acheter les billets cette année, qui vont prendre le billet pour le 3 mai, vont comprendre que ça va au-delà du sport, Absolument. au-delà de ce premier match. Annie, Absolument. quelle générosité. Vraiment, on te souhaite tout le succès qu'on veut pour cette équipe. Un 3 mai plein à craquer. Hein, Marie-Ève? Oui, puis tout l'été, pour tous les matchs. Merci beaucoup. C'était vraiment le fun de t'avoir comme invité Merci. Merci de aujourd'hui. Puis l'invitation. on se recroise très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci, Annie. Bye. Bye bye. Incroyable. Quand même, écoute, je connaissais Annie par justement notre lien en étant mentor dans un programme du HEC. Mhm. Je la connaissais pas dans tout son bagage, dans toute son expérience. Honnêtement, elle était super à entendre et motivante. Ouais, elle est vraiment inspirante. Ouais, c'était super le fun de lui parler, là, vraiment. Donc, c'est cool aussi hein, de voir comment ça se déroule dans d'autres sports à ce niveau-là. On a quand même Ah, quelque chose à partager avec tout le monde, là. oui, Séverine, je te laisse aller là-dessus. Merci, Marie-Ève. Ben là, on aimerait. Bon, à chaque fois qu'on parle de tennis, on nous parle souvent, ben, c'est quoi la technique qui est la meilleure? Comment ça se fait que Swiatek est capable de jouer avec la prise? Puis là, Goff, et beaucoup. Coco Gauff, son coup droit, puis on parle de prise, de prise, de prise. On vous a préparé un petit visuel. Alors, vous allez voir à l'écran 4 prises, 4 types de prises. Et la première, c'est la prise
continentale. Prise continentale, on ne mettra pas d'année à ça, là, mais si on se C'est souvient... la prise marteau aussi, comme on prend un marteau? Oui, c'est ça, prise marteau. Hein. Souvent, quand vous êtes dans le club ou que vous prenez des cours, on vous dit la prise marteau. Et c'est une prise qu'on utilise beaucoup à la volée, qu'on utilise au niveau du service. Exact. Donc, quand on commence et on va aller chercher des petites sensations, on est souvent sur cette prise-là. Est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent sur le tour, hommes ou femmes, avec cette prise-là en fond de terrain? La réponse est non. Mais, OK, moi, je vais aller plus précisément là, pour Vas-y. ceux qui sont peut-être pas. Qu'est-ce que tu regardes sur une prise? Parce que, mettons, le pouce, est-ce que tu regardes la jointure? Puis à quel endroit par rapport à la prise? Ça, c'est une super bonne question. Puis la référence des prises va toujours être en fonction du gras de la main ici et au niveau de l'index. Et quand vous regardez votre manche de raquette, il y a 8 côtés. Alors, quand on place la raquette au niveau... Tu cherchais ta Oui, tu raquette. cherchais ma raquette, mais pas loin. Tu peux y aller, Marie-Ève, elle est juste ici. Mais quand on parle de la raquette, bien, c'est ça, vous placez l'intérieur de l'index et le gras de la main et ça doit faire soit en haut et en bas sur le même angle de la prise, ça va faire votre prise continentale. Et tranquillement, si vous gardez le même angle de la raquette, je vais aller chercher. Je te laisse parler de la prise OK. Eastern Ben- et comme ça, on va le montrer un petit peu plus avec la raquette elle-même. Bien, je te dirais qu'il y a la prise semi-western qui est assez populaire sur le circuit, même la prise western. Parce que ce que tu voulais dire là, tantôt, là, c'était. Ça, c'est la partie la plus large. Exact. Il y a un petit côté ici, un autre de l'autre côté, puis là, on repart sur la partie la plus fat, qu'on dit, the fat Ouais, part of ben, the c'est rack. ça, exactement. Puis vous voyez la main, si je la mets sur la raquette de cette façon-là, on va avoir au-dessus, on est sur 1, 2, puis là, vous tournez. Et plus on s'en va vers la prise Eastern, plus on s'en va vers la troisième qui est prise semi-western, bien, plus vous allez voir les doigts qui tournent hein, sur la prise de raquette. Là, on est rendu comme Goff. Et là, presque. on est rendu à la prise western. Donc, plus facile de mettre de l'effet comme Exact. ça, mais plus difficile d'aller à travers la frappe. Oui, exactement. Et honnêtement, tout dépend du style de jeu qu'on a, tout dépend de la façon qu'on frappe la balle. Puis on se trouve, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est entre le semi-eastern et western, Marie-Ève? Oui, à peu près. Ben, moi, j'avais quand même une prise assez extrême. Je suis comme ça. Donc, hein, je regardais, moi, le lever de la main sur la petite partie de la raquette ici. L'autre point que je vais apporter, c'est que souvent, les gens vont couper leur raquette trop, vont tenir la raquette trop haute. Donc, ce que ça fait, ben, ça te permet d'aller moins loin. Hein, tu as moins d'amplitude pour aller chercher la balle. Et autre truc, plus tu es loin, plus tu es capable d'aller chercher de la vitesse de tête de raquette, hein, parce que tu pars de plus loin que si tu es plus haut, ben, tu as moins de vitesse dans la tête de la raquette. Donc, quand même, d'aller pas mal au bout de la raquette. Puis après ça, ben, où vous êtes confortable pour aller chercher ben, votre style de jeu. Si vous êtes plus embrossé ou à plat, ben, plus c'est western, plus il y a de brossé sur la balle. Oui, puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que j'ai vu au UTS Richard Gasquet qui a tout simplement une grip ici puis qui a grossi son manche pour justement aller au bout. Et il expliquait que ça lui donnait de la facilité au niveau de la main, surtout sur le revers parce que c'est là qu'il voulait aller chercher plus de vitesse. Alors écoutez, on espère qu'on vous a donné la bonne information au niveau des prises. Vous voyez qu'il y a différentes prises, mais des prises qui sont utilisées pour différents coups. Service volé, on va y aller beaucoup plus continental. Ça existe encore, des services volés? Le service et la volée. Merci, Marie-Ève. Oui, ça existe encore. On l'a vu avec Mourova. Et ben, plus ça tourne, ben, comme disait Marie-Ève, ben, plus on a de l'effet, plus on a de la rotation, mais plus c'est difficile aussi à gérer et à être précis. Mais bon, encore une fois, si vous êtes dans votre club, essayez d'y aller vers la prise Eastern, peut-être semi-Western. Moi, personnellement, je ne conseille pas la prise Western, surtout quand on est en développement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Ève. Oui, mais je pense que ce qui arrive souvent, c'est souvent ceux qui se développent en étant très jeunes qui vont se retrouver avec une prise très western. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits encore. Ils jouent contre du monde qui joue plus fort. Exact. Des rebonds qui sont trop hauts avec des vraies balles. Donc, on se retrouve à des balles à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que la prise western, la prise, elle tourne en fait sans qu'on le veut. Parce qu'à la base, je pense pas que personne commence à jouer au tennis avec une prise western. On commence un petit peu plus semi-western, puis malheureusement, sans qu'on s'en rende compte, la prise tourne. Oui, puis je te dirais même avec le tennis progressif, avec les balles qui vont moins vite, qui ont des rebonds moins hauts, on dirait que les jeunes ont plus de temps et naturellement, ils tournent. Ah ouais? Ils OK. s'en vont Ça, vers je la savais prise pas. western. Fait que
mais ça rejoint ce que tu dis, c'est que là, on a du temps, la prise commence à glisser, on trouve que c'est le fun, puis ça va bien. Puis là, quand on joue avec la balle jaune, qui va plus vite, puis là, oups, ça va un peu partout. Alors, écoutez, soyez attentifs au niveau de la prise, travaillez-le dans votre club et j'espère on vous a donné assez de détails pour être capable d'identifier avec quelle prise jouer peut-être pour le futur en développant de votre tennis. Très cool. Merci, Ouais. Sève. Donc, le temps pour notre prochain segment. Ben oui, on s'en va au segment 365. Ce n'est jamais ordinaire avec Bet365. Oui, ça a pas mal bougé dans le top 10 mondial chez la WTA cette semaine. Sabalenka reste au premier rang mondial. Madison Keys atteint son meilleur classement en carrière. Elle devient 5e avec son titre à Melbourne un peu plus tôt cette année. Et surtout à surveiller, Mira Andreeva, la jeune de 17 ans qui vient de gagner le tournoi de Dubaï, fait son entrée dans le top 10. Elle est à la 9e position. C'est la plus jeune joueuse à rentrer dans le top 10 de l'histoire. Oui, exactement. Puis si on regarde du côté des hommes, du côté de l'ATP, numéro 1 au monde, ça ne change pas. Sinner. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, Marie-Ève, je pense qu'on a fait le calcul ensemble. Est-ce que le 3 mois où Sinner ne jouera pas, est-ce que cette position risque de bouger? Je ne pense pas. Au niveau mathématique, il y a tellement d'écart entre Sinner et entre Alcaraz et Zverev qu'il risque de revenir après sa suspension de 3 mois encore numéro 1 au monde. Mais il y a beaucoup de jeunes qui poussent, quelques changements, légère descente de Tommy Paul, mais il y a beaucoup de mouvements aussi du côté des hommes. Oui, Roublev qui vient de remporter le tournoi de Doha. Donc, remonte à la 9e position. Casper Ruud, pour moi, qui gagne pas mal moins cette année, d'après moi, devrait dégringoler au classement dans les prochaines semaines. Ah, exactement. Alors, écoutez, c'était notre intervention pour le Bet365. Ce n'est jamais ordinaire avec Bet365. Alors, Séverine? Alors, Marie-Ève, c'était l'épisode de Bris d'égalité. On vous le dit tout le temps, mais allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez l'épisode dans sa totalité sur YouTube, sur X. On vous amène des fois des petits segments. Alors, allez nous voir, allez aimer les pages et puis suivez-nous. Posez-nous des questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Séverine. Merci à toi, Marie-Ève. Et on se dit à très bientôt. À la prochaine. Le podcast Bris d'égalité vous a été présenté par Scotia Gestion de patrimoine.